Bonsoir tout le monde et bienvenue encore une fois sur la chaîne YouTube de l'école EPAB d'assurance et de banque. Avant d'entamer cet épisode, il est impératif de souhaiter un prompt rétablissement à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va traiter un sujet très important qui touche le métier d'intermédiaire en assurance. Comme le sait tout le monde, le réseau classique de distribution des produits d'assurance se compose de deux types d'intermédiaires. Le premier type, ce sont les agents généraux d'assurance, qui sont les représentants légaux des compagnies d'assurance. Le deuxième type, ce sont les courtiers qui sont les mandataires des clients. Jadis, il n'y avait pas de bureau direct, il y avait seulement ces deux tuyaux, si on peut dire. Avec le temps, il y a eu l'apparition de quelques bureaux directs. Les bureaux directs durant les années 80, les années 90 et au début des années 2000 étaient implantés dans les sièges des compagnies. Il n'y avait pas de bureaux régionaux dans d'autres villes. Malheureusement, aujourd'hui, on assiste à la prolifération des bureaux directs. Au sein d'une même ville, on peut trouver une vingtaine ou bien une trentaine de bureaux directs à Casablanca, qui est une métropole. On peut pas les compter. Dans chaque boulevard, on peut trouver 3 4 bureaux directs. On peut les trouver aussi dans des ruelles. Pourquoi j'ai choisi ce titre qui est le début de la fin d'une profession régie par la loi. La profession d'intermédiaire d'assurance a été régie par le Tahir de 1977 avant d'être réformée par la loi 1799. Donc, après cette réforme, on assiste de temps à autre à des circulaires, des instructions, etc., qui ont pour but essentiel, pour but non express mais tacite, la lutte contre cette catégorie euh, de, euh, de réseau de distribution, à savoir l'intermédiation en assurance formée par les agents et courtiers. Donc, pourquoi c'est le début de la fin? On a évoqué le premier point, à savoir la prolifération des bureaux directs. Entre parenthèses, un représentant d'un bureau direct est rémunéré au SMIC. Et, et ça, ça pose problème en soi. Donc, imaginez avec moi un responsable qui touche le SMIC et qui doit assumer une partie du loyer. Donc, ça, c'est un autre problème, on ne va pas en discuter aujourd'hui. Donc, à côté de cette concurrence déloyale des bureaux directs, on trouve la concurrence déloyale des banques qui sont désormais autorisées à distribuer les produits d'assurance via leur réseau, via le réseau bancaire qui se compose d'agences éparpillées sur tout le territoire national. Il faut compter quelques 7000 ou bien 8000 agences bancaires.
non seulement les banques, mais également les organismes assimilés, les organismes de crédit, etc., etc. Donc, euh, ces derniers temps, exactement la semaine dernière, la CAPS vient d'annoncer l'assurance en ligne, c'est-à-dire euh, il a fait, il a avancé une instruction par laquelle il a donné le feu vert à l'assurance en ligne ou bien l'assurance électronique. Donc, si cette instruction verra le jour, et ils ont anticipé les choses avec une simple instruction, sans pour autant prendre la peine de discuter de cette instruction dans le Parlement, attendre à ce qu'il y aurait une réforme législative en la matière pour clarifier ce point et permettre aux assurés de souscrire le contrat d'assurance sans se déplacer auprès d'un intermédiaire d'assurance. Donc la signature électronique n'est pas très fiable. Pourquoi? Parce que le contrat d'assurance est un contrat écrit, comme le prévoit bien sûr la loi 1799, qui nécessite une signature de part et d'autre, de part de l'assureur et de la part de l'assuré. Donc, comment signer un contrat à distance? Vous allez me dire que c'est possible pourvu que l'assuré ou bien le proposant peut lui-même remplir un questionnaire, demander un devis à distance, demander à ce que le contrat soit établi, procède au paiement d'une manière électronique, etc. Mais il y a certaines dispositions législatives qui doivent être respectées. À ce titre, la loi sur la protection du consommateur, la loi 3108, et plus spécialement l'article 27 de la loi 3108 édictant des mesures de protection du consommateur, dispose le contrat de vente à distance par un moyen électronique est valable s'il a été conclu conformément aux conditions prévues par la loi numéro 5305 relative à l'échange électronique de données juridiques et par la législation en vigueur en la matière, ainsi que conditions prévues par la présente loi. Donc, pour cet article relatif à la protection du consommateur, l'article 27, il renvoie à l'article 5305. En lisant cet article relatif à l'échange électronique, le même article renvoie à l'article 417 du DOC, lequel article exige l'écrit comme moyen de preuve. Cet article dispose que l'écrit peut être établi et conservé sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir, je le dis et je le répète, sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée par lui-même, que par lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui garantit que c'était bien l'assuré ou bien la personne concernée qui a signé électroniquement un contrat. Donc, à ce titre, beaucoup de problèmes risquent de se poser dans la relation assureur-assuré, des problèmes de confiance, des problèmes de véracité de la signature électronique, des problèmes d'offres et d'acceptation des conditions tarifaires, des problèmes de conseil. Pas mal de problèmes peuvent se poser
en l'absence d'un remaniement des textes législatifs et de leur adaptation à ce nouveau fléau qui est l'assurance en ligne. Donc, pourquoi l'assurance en ligne euh, expose le réseau traditionnel au risque de la disparition? Et quelles sont les répercussions négatives? Bon, primo, on peut soulever le problème euh, des, du chômage des employés, des intermédiaires d'assurance. Un intermédiaire d'assurance qui jadis employait entre 5 et 10 salariés, avec une telle pratique, il peut se voir, ou bien il peut tout simplement limoger ses salariés parce qu'il peut travailler tout seul. Le client, en errant sur le site de l'intermédiaire, si un site il y a, parce qu'à ce titre même, les compagnies d'assurance peuvent elles-mêmes travailler d'une manière électronique, et ils le font déjà parce qu'ils ont des plateformes, ils ont des logiciels qui sont très bien faits, quitte à leur permettre de travailler aisément et de faire concurrence aux intermédiaires démunis de ce matériel sophistiqué dont disposent les compagnies d'assurance et les banques. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour les clients, il y a bien sûr dans l'assurance en ligne le risque du manque d'interlocuteurs. Bon, si par la manière traditionnelle de souscription des contrats d'assurance, là où le client se présente chez son intermédiaire, ils peuvent discuter tous les deux. Le client peut poser un certain nombre de questions à l'intermédiaire. Ils peuvent débattre ensemble des garanties, du tarif, etc., etc. Même les droits et obligations, je vois mal comment une application euh, peut exposer les droits aux clients et ses obligations aussi. Pire encore, en cas de sinistre. En cas de sinistre, est-ce que le client va s'adresser à l'application informatique pour savoir les démarches à faire, surtout que pour le volet sinistre, il y a une multitude de cas d'espèce. Et même si les ingénieurs informatiques établissent une plateforme très musclée, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc voilà, grosso modo, ce sont les répercussions négatives de l'assurance en ligne sur le corps des intermédiaires d'assurance. Pour rappel, on a cité le problème des bureaux directs, le problème aussi de l'assurance en ligne. Reste le problème de la concurrence déloyale des banques. Reste à citer un autre fléau qui sont les assurances participatives, qui ont vu le jour après, bien sûr, la naissance des banques participatives. Et à ce titre, la commercialisation des produits des assurances participatives seront l'apanage des banques seulement, qui attendent à ce que la CAPS leur donne, qui est l'autorité de contrôle, leur donne le feu vert pour commercialiser d'une manière unilatérale les produits d'assurance participative. Donc tout cela
tout cela et, poussera les intermédiaires d'assurance à fermer l'un après l'autre. Il faut aussi soulever le problème de l'examen professionnel qui n'a plus vu le jour depuis 2018. Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu d'examen professionnel pour l'accès au métier d'intermédiaire en assurance. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir du nouveau. Au revoir.